Quelques mots, Stéphanie, sur votre parcours en dehors de TV Liberté, parce que ce n'est finalement qu'anecdotique. Vous êtes ingénieur spécialisé dans les engins sous-marins et vous avez parcouru les mers pendant de nombreuses années. Puis, après l'appel de la mer, ça a été l'appel de la terre et vous êtes revenu dans votre Bourgogne natale et plus particulièrement à Briand. Vous êtes revenu retrouver vos racines paysannes et vous avez créé une association qui s'appelle Terre et Famille et qui prône le renouvellement de la France, de notre société, par la redécouverte de notre identité paysanne et chrétienne. Au sujet de racines chrétiennes, forcément, nous repensons à la première conférence qui a été donnée par le Cercle Saint-Riol. C'était justement vous qui étiez venu nous parler de la terre. C'était en juin 2017. Pour ce soir, notre sujet, c'est l'incendie de Notre-Dame de Paris. Lundi Saint 2019 restera ancré à nous tous dans notre mémoire. Dans cette France qui allait déjà très mal, la fulgurance de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame nous a laissés incrédules avant de nous frapper, comme peut-être un avertissement. Nous étions tous sidérés, en tout cas nous particulièrement au Cercle Saint-Riol, mais je pense que c'était le cas de nombre d'entre vous, face à l'aplomb du président de la République qui souhaitait alors qu'elle se consumait encore, rebâtir Notre-Dame plus belle encore, prêt à la reconstruire conformément, peut-être, au projet des messieurs Perrault et Bellaval, qui avaient déjà commandé en 2015, donc 2 ans avant l'incendie, conformément au projet donc, de ces messieurs, dont le projet avait été commandé par François Hollande et Anne Hidalgo. Donc nous allons vous laisser, Stéphanie Bignon, nous parler de la reconstruction, ou de la rénovation plutôt, de la cathédrale Notre-Dame, dont les enjeux sont au-delà de la reconstruction architecturale. Vous allez parler environ 1 heure, et à la suite de votre intervention, le public pourra poser des questions pendant une bonne 30 minutes, avant de clore notre soirée, qui ne sera pas forcément tout à fait close pour les personnes qui veulent encore s'entretenir de façon plus privée avec Stéphanie. Ce sera avec plaisir. Merci, chère Florence, merci Henri, merci au Cercle Saint-Riol d'organiser des événements comme celui-ci, parce que je pense que la restauration de Notre-Dame, en fait, commence ici, commence dans ce genre d'initiative. Parce qu'il s'agit, à travers Notre-Dame, pas uniquement, et c'est en cela que les propos des gens qui nous dirigent sont particulièrement, au minimum déplacés, voire pire, il s'agit de la restauration de l'âme d'un peuple, en fait. Donc nous avons vu, de nos yeux vus, quelque chose d'absolument insupportable. Et ça n'est pas simplement la vision d'un élément de notre patrimoine que nous avons vu partir en fumée, c'est bien plus que ça. Et encore aujourd'hui, on n'a pas, je pense, creusé jusqu'où ça nous a blessés, finalement. Donc en fait, ce soir, l'idée, je pense qu'aucun de nous, tout seul, ne pourra résoudre le problème, personne, car encore une fois, je pense qu'il s'agit de restauration, et plus que de la restauration d'un bâtiment, c'est de la restauration de l'âme d'un peuple. Et par définition, quand on commence à parler de restauration, on est obligatoirement obligé de prendre en compte le temps. Et on est déjà, rien que par cette idée, en opposition directe avec ce qu'on nous a proposé immédiatement après l'incendie. Quand on commence à parler de restauration, on commence à parler de temps et de respect pour ce qui a été fait avant. Sinon, ça ne s'appelle pas une restauration. Ça s'appelle de la provocation, ça s'appelle du blasphème, ça s'appelle du saccage, ça s'appelle de la barbarie, ça s'appelle... Et quand on commence à parler restauration, forcément,
on s'imbrique de son âme, de son histoire, dans quelque chose qui existe déjà. Et qui forcément existe déjà sur des bases qui nous dépassent, puisque ça nous a précédés. Donc nécessairement, quand on se relance à aborder, et a fortiori un bâtiment comme Notre-Dame, on est confronté à quelque chose qui nous dépasse à ce point qu'on ne peut pas décemment tenir les propos que nous avons entendus. Le décalage n'est pas monstrueux, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Et c'est ça, je crois, qu'il faut vraiment prendre en considération, vraiment en prendre la mesure, parce que nous, en face, il va falloir combler. Il va falloir combler cette insulte, vous voyez, à l'intelligence, à ce qui est le fait même d'être un être humain, c'est-à-dire de se projeter dans le futur, mais tout en considérant ce qui a déjà été. On est contrairement à l'animal, nous avons la notion du temps. Si on dit que le rire est humain, mais la notion du temps, le cheval, la poule ils n'ont pas la notion du temps. C'est quelque chose qui disparaît, la notion du temps. Même les animaux familiers, les chiens, vous êtes là, vous n'êtes pas là, ils vont vous en vouloir, mais ils n'ont pas la notion du temps. Nous, êtres humains, c'est ça qui fait notre grandeur, c'est cette capacité à s'inscrire dans le temps. Et en fait, je vais vous faire un aveu, je n'ai pas reçu de catéchisme quand j'étais petite, je me suis fait progressivement et lentement parce que j'aime à dire que j'ai le cerf-volant. Et par mon métier, je suis allée beaucoup en mer et donc j'ai vécu un petit peu ça comme un passage par un monastère, puisque pendant 15 ans j'étais par toutes les mers du globe. Et oui, je disais donc que je me suis perdue du coup. Ah, pardon. Et la notion de temps est quelque chose de primordial. Et je parlais, oui, de conversion. Et j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est dommage, mais ça me reviendra. En tout cas, nous sommes face à un sujet qui nous dépasse. Et un sujet auquel on doit apporter le plus grand soin, parce que, alors pour deux raisons. D'abord parce que, par respect, mais par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que si cela a été possible, c'est peut-être pour nous obliger à nous rebâtir nous-mêmes. Et si c'est pour nous rebâtir nous-mêmes, alors on ne va pas le faire en 8 jours, et on ne va pas le faire en 5 ans, on va le faire en prenant en compte la donnée du temps. On a besoin de temps, parce que ce qui est important, finalement, ce n'est pas d'arriver à l'objectif, ce qui est important, c'est le chemin, en fait. Hein, c'est le chemin qui est important. C'est ce chemin, d'ailleurs, on dit que il faut que nous convergions vers cette source de vie, hein, cette source créatrice de toutes choses. Nous sommes tous appelés à converger vers cette source. Nous partons pas tous du même point, c'est incontestable, mais nous sommes appelés à converger et si possible à entraîner d'autres avec nous à converger vers cette source. Et donc, ce qui est important, et ce qui est à notre échelle, c'est d'avancer, et c'est le temps, c'est le temps qui nous est donné pour avancer qui est important. Alors, pourquoi j'insiste tellement sur le temps ? Parce que c'est ça qu'on nous vole. Et alors, je vais vous prouver que c'est ça qu'on nous vole. Il suffit de regarder aujourd'hui, je vais avoir l'impression de sauter du coq à l'âne, mais pas du tout, c'est les taux d'intérêt négatifs. Quand on en arrive au taux d'intérêt négatif, et quand on est dans un système qui nous dit le temps c'est de l'argent, puisque finalement on n'a fait que nous ressasser ce genre d'ineptie depuis trop longtemps, si le temps c'est de l'argent et qu'on en est à des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire que mon argent ne va plus fructifier avec le temps. Autrement dit, le temps c'est plus de l'argent. Alors si le temps c'est plus de l'argent, ça veut dire que le temps n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on est, à mon avis, si mal aujourd'hui. C'est parce qu'effectivement on nous a volé le temps. Le temps que le paysan, que la mère de famille, socle de la société, préservait
de leur pesanteur. Ils obligeaient la société à ralentir, parce qu'il faut du temps pour élever des enfants, parce qu'il faut du temps pour voir pousser du blé, parce qu'il faut du temps pour aimer. Alors le temps, c'est pas de l'argent, mesdames, messieurs et mesdames les politiciens, le temps c'est de l'amour. Et ça, vous n'y pouvez rien. Ça vous énerve même. Les tenants de ce système ne veulent pas que le temps soit de l'amour. Le problème, c'est que leur propre système s'effondre. Parce que le temps c'est de l'argent, ça ne marche plus. Taux d'intérêt négatif. Donc, ce que je voulais ajouter avant de commencer le dur de la conférence, c'est que l'arme de destruction massive, c'est pas la bombe atomique, c'est le désespoir. Et on le voit très bien. On le voit très bien. Pourquoi tant de suicides? Pourquoi dans toutes les professions, pas seulement les paysans? Mais pourquoi? Parce que le désespoir est utilisé. En fait, on nous pousse à la destruction. Alors, non content de tuer les enfants dans le ventre de leur mère, non content d'assassiner les handicapés, de les condamner à mort, hein, on n'a plus la peine de mort, mais on condamne à mort les handicapés, parce que ce sont des fardeaux pour la société, donc on a quand même eu un mort, il ne faut quand même pas l'oublier, je crois qu'on a interdiction de l'oublier. En France, nous avons condamné à mort un handicapé à une mort lente, et en public en plus. Non mais qu'est-ce que nous sommes devenus? Et on s'étonnerait que Notre-Dame brûle? Non mais, je veux dire, ouais, je crois, je crois qu'il faut qu'on aille très très loin en nous-mêmes, qu'on mesure toutes les lâchetés, le manque de discernement qui a fait qu'on en est là en fait. Moi, je crois que c'est pas tant de jeter la pierre sur ceux qui ont fait ça, parce que incontestablement, et pour moi, il n'y a pas de doute, ça a été voulu, ça a été prémédité, mais si on en est arrivé là, c'est parce que nous, en amont, on n'a pas été assez vigilants. La vigilance, le discernement, et une certaine fermeté intellectuelle, en fait, on nous demande de réagir de façon et c'est là que le diable porte pierre. C'est que là, c'est trop. Là, maintenant, ça va nous réveiller, forcément. Moi, j'en suis convaincu. Donc, on va retrouver... on ne doit pas lâcher des yeux l'espérance, évidemment. Alors, ce que je vous propose, très simplement, parce que l'idée, c'est quand même de n'être qu'un point de départ. On en parlait avec Florence. Ce n'est qu'un point de départ, parce que le champ de bataille, le combat, ne fait que commencer. C'est clair. Alors, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va poser les cartes sur la table, on va voir quel genre de munitions on a, et puis ce sera, j'espère, un début de réflexion pour la mise en place d'un groupe tonique pour avertir, pour alerter, pour éviter le pire, et pour être dans cet esprit de restauration. Hein. On restaure nos cœurs et nos âmes à travers ce magnifique chantier de Notre-Dame. Alors donc, on va prendre les faits, basiquement, rapidement en même temps, parce que tout le monde les connaît assez bien. Je sais, quelqu'un m'a indiqué que sur TF1 samedi, il y aurait une émission très complète sur ce qui s'est passé autour de Notre-Dame. Donc évidemment, comme ça vient de TF1, on met tous les voyants au rouge et tous les capteurs de mensonges, de propagande, de désinformation, etc. en route, hein, tout l'esprit critique en route. Cela dit, on répertorie les informations et quelquefois c'est intéressant de savoir ce que l'ennemi pense. Alors, les faits, l'analyse du contexte et des faits, et puis l'action. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et comment on va pouvoir envisager d'agir, en fait. Envisager d'agir. Parce qu'encore une fois, nous, et c'est ça qui fait notre force, contrairement à notre ennemi n'a pas le temps. Il faut qu'il fasse vite, notre ennemi. Notre ennemi, il est dans une posture de gangster qui fait le hold-up d'une banque. Il ne peut pas prendre son temps. Et si on veut nous réagir, eh bien il faut qu'on fasse l'inverse. Nous, on a le temps. Mais par contre, on avancera de tout petits pas, mais on ne reculera pas. C'est ça l'idée. Mais des tout petits pas. Mais vous ne nous ferez pas reculer.
Voilà, mais des tout petits pas. Et à mon avis, c'est ça l'idée, si vous voulez. C'est pas de se battre avec les armes de notre ennemi, mais avec exactement l'antithèse de ce qu'est notre ennemi. Alors, les faits, très bonne. Je me suis bien fait ma transition. C'est la sidération. En fait, les faits, c'est quoi? Les faits, c'est un incendie, l'incendie de Notre-Dame, comme l'a très bien dit Florence, le 15 avril, premier jour de la Semaine Sainte. Donc pendant près de 15 heures, le sinistre se déclare et en début de soirée et à l'intérieur de la charpente de la cathédrale. Je vous cite Wikipédia. Je prends toujours Wikipédia, parce que c'est très intéressant. Vous verrez, j'en cite d'autres passages qui sont très intéressants. Alors, la sidération, c'est la sidération. Vous vous rendez compte du spectacle dans le monde entier. Notre-Dame brûle. On est accablé, ça va très vite, très vite. On est à genoux, on est pris de l'intérieur, et on est très en peine, on pleure très profondément. Donc là, on est sidéré, c'est fantastique pour notre ennemi, encore une fois. Et là, alors que nous sommes sidérés, imaginez, vous êtes, je n'ai jamais été, mais dans une banque, il y a des gangsters qui arrivent, masqués, etc. On vous plaque contre le mur. Alors là, c'est pas dans le même esprit, mais c'est le même résultat. Et donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut rafler là? Qu'est-ce qu'il faut rafler? C'est quoi le coffre-fort? Macron intervient sur BFM, immédiatement après les faits, et qu'est-ce qu'il va dire BFM? À 20h le 16 avril, à 20h le 16 avril, à 20h, Emmanuel Macron, j'ai réécouté la vidéo, c'est du masochisme, je sais, mais je l'ai fait quand même, pour vous. Emmanuel Macron veut que la cathédrale Notre-Dame soit reconstruite en 5 ans. Et en 5 ans, et non seulement reconstruite en 5 ans, mais plus belle encore. Et là, c'est le 16 avril. Alors ça, si c'est pas un gangster, il faut m'expliquer ce que c'est. On a plus de 1000 ans d'histoire sous les yeux. Et monsieur, du haut de sa quarantaine, veut nous restaurer Notre-Dame, plus belle encore, et en 5 ans. Non mais, si on ne réalise pas qu'on est dirigé par au minimum des fous, c'est nous qui le sommes, hein. Si on ne réalise pas que ça, c'est... Si vous voulez, il y a aussi un autre phénomène qui est quand même assez extraordinaire, c'est le côté puéril. C'est puéril. Ce sont des enfantillages. C'est 5 ans d'âge mental, ça. Vous voyez? C'est moi, je suis très beau, très fort, et je vais restaurer Notre-Dame en 5 ans, et plus belle encore. Non, mais là, il y a un gouffre. Vous voyez, il y a un gouffre. On est dirigé, ce sont des fous dangereux. Là, c'est vraiment très grave, en fait. Et c'est ce que Notre-Dame nous dit. Maintenant, si c'est à nous de percevoir ça, si ça ne nous dérange pas, mais il n'y a plus rien à dire. Je veux dire, c'est qu'on est vraiment voué à disparaître. C'est qu'on est une fin de race. Vous voyez, là, il faut plus faire de cadeaux. Si on n'est pas gêné par le fait que notre président de la République voit brûler Notre-Dame et nous annonce ça, on est bien dans une stratégie du hold-up. Je vous mets plus bas que terre, je vous rétame le symbole de votre pays, de votre histoire, de votre foi, et je me le prends à mon compte. Je vais, moi, en 5 ans, le faire plus belle encore. C'est du hold-up. Hein? Après ça, si quelqu'un veut m'expliquer que c'est autre chose, je suis ouverte au dialogue malgré les apparences. Alors, l'analyse des faits. Maintenant que ça, on est passé sur les faits, donc après on va accélérer un petit peu mais c'était juste pour être sûr qu'on soit tous d'accord. L'analyse des faits. Alors là, je vais dire des choses et après chacun en fera ce qui lui paraît, voilà. Il est un fait, si vous voulez, qu'on ne va pas pouvoir parler de choses aussi graves sans vraiment aller au bout du sujet. Donc là, je me lance dans quelque chose d'un petit peu épineux. Oula, mais je suis devant la caméra là. C'est encore pire. Alors, voilà, en même temps, si vous voulez, si je...
Comment vous dire, je vais vous parler franchement, puisqu'on est entre nous. Je ne suis pas mère de famille. Je peux prendre certains risques que certains peuvent pas prendre. Là, je les prends, tant pis. Donc, analyse du contexte et des faits. 15 avril 2019, c'est le premier jour de la Semaine Sainte. Mais c'est aussi exactement 777 ans. Alors, je passe sur les aspects techniques, comment on a mis le feu à cette charpente. Il est évident que cette charpente, moi, j'ai restauré ma maison, qui a 300 ans d'âge, j'ai des poutres en chêne comme ça. La dernière chose qui brûle dans une maison en pierre, c'est les poutres, précisément. Ça tient mieux que l'acier, à l'incendie. Donc, les pompiers l'ont dit eux-mêmes, qui n'avaient jamais vu ça, jamais vu un feu de cette intensité, de cette rage. Un pompier d'ailleurs s'est trouvé sous le trou par lequel est passée la flèche et a dit qu'il était sous la bouche du diable. C'est pas moi qui le dis, c'est un pompier. Les couleurs des fumées sont effectivement très révélatrices. Et encore une fois, on n'a jamais vu un incendie de cette envergure. Donc, je pense que, si vous voulez, après, techniquement, il y a une explication très précise. Je ne rentre pas dans les détails, Internet en est bourré. Maintenant, on peut retrouver facilement sur Internet ce que je suis en train de vous dire. Donc techniquement, je ne vais pas me lancer sur la chose. Par contre, ce qui m'intéresse plus, c'est une analyse de pourquoi on en est là, d'analyser qui est notre ennemi, pour que nous, on soit capable de réagir. Il ne s'agit pas d'analyser qui est son ennemi pour, en sortant, vouloir tout dégommer. On n'est pas des musulmans, si j'ose dire. On fera des coupes, c'est bon, okay. On n'est pas des musulmans. Nous, non, c'est pas du tout la question. Notre travail, comme je disais, on en discutait avec une dame, c'est de témoigner. Mais de témoigner en plein de discernement. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans une mièvrerie bon teint, progressiste à fond, qui consisterait à tout relativiser et de... Non, c'est pas... il s'agit il s'agit d'aimer, en fait. Et la mièvrerie et l'amour, c'est pas bon. Ça marche pas ensemble. Je pense que c'est ça, en fait. C'est qu'il y a eu une confusion où on nous a dit que l'amour, c'était la mièvrerie, et inversement, c'est ça qui ne marche pas. Donc nous, on est justement là pour perdre, en tout cas, cette mauvaise habitude de mièvrerie. Alors, le 15 avril, c'est le premier jour de la Semaine Sainte. Hasard ou pas? Hasard. Dans tous les cas, pour moi, non. Dans tous les cas. Ensuite, c'est 777 ans après que le roi Louis IX, c'est-à-dire Saint-Louis, brûle, fasse l'autodafé d'une grande quantité d'exemplaires du Talmud. N'est-ce pas? Oui, j'ose. Alors, après, je vais simplement citer Wikipédia. Encore une fois, je prends ça sur Wikipédia. C'est pas Stéphanie Bignon, c'est Wikipédia. Qui dit? Parce qu'après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que le Talmud? Le Talmud, c'est quelque chose d'assez dangereux dans lequel on peut facilement se perdre. Mais je cite tout simplement. Après la deuxième destruction du temple, les successeurs des pharisiens, les docteurs de la loi, portent désormais le titre de rabbi, littéralement mon maître en hébreu, et prennent en main le destin de la nation. Ils créent un judaïsme sans temple et ouvrent des académies afin de se livrer à un travail d'interprétation de l'écriture suivant des canons d'herméneutique qui s'affinent progressivement et mettent en ordre les traditions transmises. La rédaction du Talmud s'achève aux environs de l'an 500 après Jésus-Christ. Donc on est bien dans un texte qui est largement postérieur à la crucifixion de notre Seigneur. On est bien face aux descendants moi je lis Wikipédia encore une fois, alors j'ai lu d'autres livres, mais là je cite prudemment des pharisiens et des docteurs de la loi, c'est-à-dire ceux-là même, et je crois que mon père, vous m'arrêterez ou vous me corrigerez, ceux-là même qui sont traités d'hypocrites.
hein, ceux-là même qui finalement vont condamner le Christ. Donc je ne crois pas très sain de penser qu'il n'y a pas de conséquences à tout ça, et au long cours. On est 500 ans après la crucifixion, et nous avons donc l'apparition du Talmud. Et ce Talmud, qui en 1242 sera brûlé par le saint roi Louis IX, sera brûlé sur le parvis de Notre-Dame en 1242. Donc, j'utilise juste mon intelligence, là, en l'occurrence. Hein. Alors après, j'ai un petit peu creusé. J'ai trouvé des tas de choses très intéressantes, et notamment sur Info Israel News. Oui, il faut être un peu éclectique quand on fait des recherches, et puis objectif en même temps. Donc sur Info Israel News, juste après l'incendie, voilà ce qu'on y lit. L'incendie d'aujourd'hui est un événement bouleversant. Les images sont regrettables et l'incendie criminel est une véritable horreur. Donc déjà, eux, ils savent qu'il y a des criminels, c'est curieux. Et en plus de tout cela, cela me fait peur d'entendre les Juifs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Info Israel News, hein, d'entendre des Juifs se plaindre de la perte d'un lieu qui était un repère pour l'antisémitisme, pour la haine des Juifs. Voilà, ça fait beaucoup rire, monsieur, mais je vous comprends, c'était un choc. Alors, en fait, c'est pas... je ne crois pas qu'on puisse occulter cet aspect-là des choses, si vous voulez. C'est même pas concevable. Je veux dire, légèrement intelligent, ça suffirait à comprendre que ça peut pas... L'histoire ne s'est pas arrêtée. La guerre à mort continue. La preuve. La preuve. Alors maintenant, l'hypocrisie, et encore une fois, je me suis longtemps posé cette question autour de ce terme, quand le Christ dit hypocrite. Le Christ dit rarement des choses aussi violentes, mais hypocrite. Et là, on voit bien, dans quel monde vivons-nous si ce n'est dans un monde d'hypocrites, un monde d'enfantillage et un monde d'hypocrites. Quand on nous dit qu'on va restaurer Notre-Dame plus belle encore, c'est à la fois de l'enfantillage et à la fois d'une hypocrisie sans nom. Alors, un projet occulte, j'en ai fait le tour, on pourra revenir sur le sujet si vous voulez, je ne vais pas m'étendre davantage. Mais par contre, ce projet occulte est porté, à mon sens, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, est porté par un projet, il est sous-jacent. C'est le mauvais esprit que j'ai, hein, que j'essaye d'expliquer. Il est sous-jacent, et je l'ai vécu, moi, à travers l'affaire d'Anzy-le-Duc. Il est sous-jacent, il est véhiculé par, en l'occurrence pour Notre-Dame de Paris, un projet d'urbanisme pour l'île de la Cité. Et qui émerge en 2016. En 2016. Hein, et qui, effectivement, est mené par Philippe Belval et Dominique Perrault. Alors, Philippe Belval et Dominique Perrault, donc j'ai mis cette partie-là du rapport. Alors, j'ai lu le rapport, j'ai lu cette mission d'île de la Cité qui est destinée donc au président de la République. Et ce rapport sur l'urbanisation de l'île de la Cité, ce projet, donc, alors Philippe Belval, si vous ne savez pas, il est né le 21 août 1955 à Toulouse, et c'est un haut fonctionnaire français. Il est président, alors c'est là où je trouve ça très intéressant, parce qu'il faut lire un peu entre les lignes. Philippe Belval est, depuis 2012, le président du Centre des Monuments Nationaux, depuis 2012. Quant à Dominique Perrault est né le 9 avril 1953 à Clermont-Ferrand. C'est un architecte et urbaniste français. Il est membre du conseil scientifique de l'atelier international du Grand Paris. Depuis quand? Depuis 2012. Donc c'est toujours intéressant de voir ces convergences, voilà, parce qu'on nous prend pour des lapins de 6 semaines, comme on dit dans la marine, ou pour des jambons aussi, on dit ça. Alors, on va lire cette phrase. L'objectif est de créer une île assumant, donc dans ce projet 2016, hein, là donc on est sorti du contexte, on va dire, occulte, hein, de ce projet occulte, on passe maintenant dans la phase visible,
du projet qui éventuellement est sous-tendu par ce projet occulte. Donc l'objectif est de créer une île assumant sa géographie aux activités multiples et aux mobilités repensées, ouverte et accueillante, une île de rencontres et de projets, spécifique mais créatrice, de liens entre les quartiers du centre de la capitale, une île enfin capable de redevenir la vitrine d'excellence urbaine que Paris mérite. Faire à nouveau battre le cœur de Paris, telle est l'ambition du projet ici. Alors, je vais vous montrer ensuite un petit peu plus sur ce projet. Alors, vous avez toujours dans cette mission, hein, c'est le titre du rapport, Mission Île de la Cité, le cœur du cœur, rapport 2016. Vous avez donc un préambule, une histoire, l'île de la Cité, un objet urbain non identifié, une approche volontariste des espaces pour une action globale en faveur de l'île, une stratégie articulant mesures de court terme et plans d'action aux échéances 2024 et 2040, avec des échéances. Alors, une vision. Alors, si on prend par exemple le chapitre 2, une vision partagée de l'île, de l'avenir de l'île, une action globale en faveur de l'île, révision des logiques spatiales et transformation du schéma de mobilité, requalification des rives et liens, retrouver la Seine, renforcement des attraits culturels et touristiques et réintroduction d'activités et de logements. Ah, on devient un peu plus direct. Optimiser les ressources foncières, optimiser les ressources foncières de l'île, une nouvelle durabilité. Waouh, waouh, waouh. Là, ça fiche les chocottes. Hein. Moi, je ne sais pas vous, mais là, tout de suite, les gyrophares sont à fond, là. Non, mais ça, c'est du management pur. C'est comme nous disait notre abbé, nous avons fait un pèlerinage récemment, il nous a dit, le management, il faut voir qu'historiquement, le management, c'est issu d'une logique quaker, et de la Kabbale juive. Et donc, dans la logique quaker, il est le conflit est quelque chose à proscrire. Et donc, on a aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, dans la société en général, une haine du conflit. Hein. On ne doit surtout pas être polémique, ou surtout pas clivant. Ouh là là, ouh là là. Et donc, là, vous avez le fromage pasteurisé par excellence. Ça ne pue pas, c'est doré sur tranche, une vision partagée de l'avenir de l'île, une action globale en faveur de l'île. Et là, tout de suite, si vous émettez une question, je ne comprends pas, monsieur, global de l'île, ça veut dire quoi exactement? D'abord, vous aurez l'air d'un plouc, mais ça, c'est pas grave, mais surtout, on ne vous répondra jamais. Qu'est-ce que c'est que cette vision globale? Alors, il faut lire le rapport, c'est très intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va... donc, ça, pour moi, si vous voulez, quand j'ai commencé à lire le rapport, j'ai commencé à lire le préambule, je me suis dit, bon, voilà, je n'ai pas eu de surprise, parce que je m'y attendais à trouver ce genre de vocabulaire managérial, et donc, forcément, mal tourné. En tout cas, pas tourné vers l'âme, mais tourné vers l'utilitarisme. C'est ça le propre du management. Le management, c'est une hyper rationalisation de la vie. Mais la vie, c'est pas fait pour être hyper rationalisé. Non, c'est fait pour être admiré, c'est fait pour être remercié, c'est une grâce, c'est fait pour être compris, c'est fait pour être soigné, c'est fait pour être observé, mais c'est pas fait pour être rationalisé. Et c'est ça le problème de ce volontarisme. Quand notre président nous dit « je vais refaire Notre-Dame plus belle encore et en 5 ans », on est dans le volontarisme managérial. Et là, on rentre dans ces logiques utilitariste de tout, de la vie, du sacré, de l'histoire, tout ça est balayé, hop, et on va faire quelque chose d'optimisé. Ils étaient vraiment nuls, nos ancêtres. Il faut améliorer le foncier de l'île, quoi. Enfin, je veux dire, vous avez vu,
c'est incroyable. Ce qu'il y a de plus beau chez nous, c'est médiéval, et ces gens-là nous disent qu'ils vont faire mieux, sans avoir même compris. Ils les traitent d'obscurantistes, ils les traitent de tout ce que vous voulez, et ils vont faire mieux que le médiéval. Et comme par hasard, quand ils ont quelque chose à souiller, c'est toujours chez nous, hein, c'est toujours sur le terrain médiéval qu'ils viennent. Parce que quand ils viennent faire des expos de leur art contemporain à la Manque, c'est toujours dans les plus beaux bâtiments. Ils choisissent de jolis écrins. Donc ils nous trouvent ridicules, ils trouvent nos ancêtres ridicules, mais il n'empêche que c'est toujours dans un cadre médiéval, c'est-à-dire qui était manifestement éclairé de l'intérieur, éclairé par une foi profonde, qu'on vient déposer son... Enfin bref, je m'arrête là. Donc, le champ d'intervention. Je ne vous ai pas mis tout le rapport, hein, parce qu'il est quand même très long, mais je vous ai mis certains passages. Ces champs d'intervention sont les suivants. La révision des logiques spatiales et la transformation du schéma de mobilité de l'île. La requalification des rives au travers d'un lien retrouvé avec la Seine et avec les rives droites et gauches. Le renforcement des attraits culturels et touristiques et la réintroduction des activités et de logements. L'optimisation des ressources foncières de l'île. Ça, vous voyez, c'est le champ d'intervention. Mais c'est quand même incroyable. Notre-Dame est le bâtiment le plus visité de France, qui lui-même est le pays le plus visité du monde. Attendez, qu'est-ce que je ne comprends pas? Le renforcement des attraits culturels et touristiques. Ah, vous voulez dire peut-être que maintenant, pour visiter Notre-Dame, il faudra payer peut-être. Ah, c'est peut-être ça le renforcement des intérêts. Non, vous voulez dire qu'il faudrait que le tourisme rapporte plus d'argent, en fait. Ah, d'accord, et qu'on paye pour rentrer dans l'église. Ah ben oui, eh ben, vu sous cet angle, évidemment. En fait, ça, c'est miné. C'est miné. Ça, c'est, il y a rien, je veux dire, il n'y a rien qui ne soit pas orienté vers la destruction de l'âme du lieu, en fait. Hein. C'est la destruction de l'âme du lieu. Donc, ils ont d'abord posé le sujet sur le papier, et puis, en même temps, ils préparaient les cartouches pour que ce soit réalisable. Hein. Tout ça est logique, c'est un plan, si vous voulez. Après, vous savez, il y a des gens qui disent... enfin, bref. Alors, un plan à triple horizon. Donc, la mission propose de définir 3 horizons successifs. Alors, ça, c'est assez intéressant parce que, si vous voulez, j'ai certains passages où je pourrais vous... Mais je vais passer un petit peu vite et on y reviendra éventuellement, pour être sûr de ne pas trop prendre de temps. Il y a 2 horizons, et encore une fois, il y a un horizon à très court terme, vous voyez, il y a un deuxième horizon, 2024-2025. Il faut être prêt pour les Jeux Olympiques. Hein, ça, c'est pas moi qui ai fait le montage de la photo. Hein, le CIO va donner 500 000 € pour la reconstruction. Voilà. Donc, le CIO, on sait que ça, c'est pas l'honnêteté du CIO qui reste à démontrer. Alors maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Voilà l'enjeu. Enfin, les derniers horizons, à 2040, voilà ce qu'ils nous proposent. Hein, un centre commercial, un parvis, hein, ce qu'ils essayent déjà de faire à Chartres. Un parvis avec un sol transparent sous lequel on fera des supermarchés, des boutiques, etc. Donc ça, c'est vraiment la vision... voilà, il ne s'en cache pas. Hein, je crois que c'est assez clair. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement relire le passage? Si vous voulez, on reviendra dessus. Alors, là, j'aborde rapidement un angle de vue, une espèce de prise de recul, et ensuite, je vous parlerai de ce qui s'est passé à Anzy-le-Duc. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Paris, capitale maçonnique, parce que, une fois qu'on a regardé un peu à la loupe, je suis passé un petit peu vite sur le rapport, mais on peut y revenir, et vous pouvez le trouver sur Internet, je crois. Pour ceux qui ne l'auraient pas, je peux leur envoyer... il suffit de m'envoyer un mail à terre et famille tout attaché en minuscule @gmail.com et j'envoie le rapport de 2016 dans lequel vous pourrez trouver toutes les infos et tout ce que je ne vous ai pas dit. Mais ce rapport, qui est un pur produit du managérial, du volontarisme dans lequel nous vivons, qui fait fi de l'âme, du temps et qui va vers l'utilitarisme de toute chose, eh bien...
forcément ça a une origine, forcément ça a un objectif. C'est pas moi qui parle de Paris, capitale maçonnique avec un point d'interrogation. C'est un article de journal, donc vous voyez l'auteur, et ça a été publié dans le Figaro le 20 juillet 2012. C'est pas moi qui le dis, encore une fois. Du Louvre à la Tour Eiffel, je ne fais que citer, en passant par le Panthéon ou la Grande Arche. Ce que je veux dire, c'est que Notre-Dame, on doit veiller sur Notre-Dame. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'autres ont d'autres objectifs. Hein. Donc, c'est à nous de défendre ce que nous aimons. La ville lumière semble avoir été pensée par des philosophes visibles guidés. Il ne faut pas Alors, c'est pour ça que j'ai mis cette petite gargouille là qui réfléchit, qui quand même se pose des questions. Il ne faut pas surinterpréter les signes, mais quelques frères bâtisseurs ont réellement marqué la cité de leur empreinte, notamment avec des références antiques très prisées au XVIIIe, XIXe siècle et dans nos rituels. Ajoute l'initié Raphaël Aurillac, auteur du guide du Paris maçonnique. C'est pas moi qui le dis. Moi, je dis rien. Mais je dis que Notre-Dame pourrait devenir tout autre chose. Alors, Dominique Perrault, vous vous souvenez, Dominique Perrault, c'est celui qui a fait... Dominique Perrault, c'est celui qui fait partie du projet. Hein, Dominique Perrault, c'est celui qui a co-signé avec Bellaval le mémo de 2016 pour le projet d'urbanisation de l'île de la Cité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait la bibliothèque François Mitterrand, que je vous montre vue d'avion. Alors, si je l'ai mis dans le Paris maçonnique, et c'est pas moi qui le dis encore une fois, c'est le Figaro, si je mets cette photo-là, c'est vrai qu'il n'en parle pas dans le Paris maçonnique, mais ça vous fait penser à quoi, la bibliothèque François Mitterrand ? La Défense. Comment ? L'Arche de la Défense. Alors oui, mais c'est surtout une table renversée. Ouais. C'est une table renversée. Enfin, je veux dire, s'ils n'ont pas voulu faire une table renversée, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est profond, c'est loin, ça va loin. C'est un hôtel renversé. Hein, c'est un hôtel renversé, parce qu'une table renversée, ça a finalement peu d'intérêt. Mais un hôtel renversé, c'est déjà beaucoup plus intéressant, surtout quand on voit la suite. Bon, c'est juste pour bien poser le sujet. Après, il y en a qui me prendront pour une folle, peut-être. Je l'admets, je l'assume. Mais je me pose des questions, je m'autorise à me poser des questions. Alors là, nous sommes devant Lucifer, l'ange qui est au sommet de la colonne de la Bastille. C'est Lucifer, avec la torche. Il porte la torche, il porte la lumière. Lucifer, hein, il porte la lumière. Il a cassé ses chaînes. De quelle chaîne, avec Anne Brassier, nous avons écrit cessez de nous libérer. Hein. Nous, on aimerait bien ne pas casser ces chaînes, c'est-à-dire ces chaînes qui nous lient à la création et à notre Créateur. Lui, il casse ses chaînes, il porte la lumière, il domine Paris. Et je vous ai mis la Statue de la Liberté parce qu'elle a les mêmes origines. Hein, elle n'a pas été créée et conçue par hasard. Voilà. Je dis ça. D'ailleurs, on en a une réplique à Paris également. Alors, un autre exemple, la pyramide du Louvre. Il y a une pyramide au-dessus, une pyramide en dessous. Alors, j'ai mis ça pour... j'ai fait un rapprochement. Vous voyez, j'ai fait un rapprochement. Tiens, c'est curieux. Il y a des choses curieuses quand même. Hein. C'est au minimum curieux. Enfin, je veux dire, ne pas se poser de questions, ce serait quand même énorme. L'arche de la Défense, qu'on ne devrait pas appeler une arche, c'est un cube. C'est un cube. Et qui a été conçu d'ailleurs par l'architecte von Spreckelsen, et Florence dirait ça mieux que moi, et qui était très religieux en fait. Il est très religieux, il a démissionné du projet, et il en est mort. Hein, il est mort de s'être fait voler l'esprit de son projet. Parce qu'en fait, il avait conçu son projet de façon, je dirais, très mystique. Et il a été littéralement dépossédé, et il est mort de ça. J'ai mis une citation de sa femme. Alors, toujours la même chose, une reconstitution du Saint des Saints dans le temple est un parfait cube. Vous avez aussi
d'autres éléments qui... et là, vous pouvez, si vous tapez cube de grande arche, vous verrez, il y a des choses très, très, très passionnantes. On pourra revenir sur le sujet. Donc, on est face à un cube qui rappelle et à un décor de béton, ce que ne voulait pas l'architecte de la Défense. Hein. Et ça, c'est les colonnes de Buren. Les colonnes de Buren, nous savons que Buren était d'origine judaïque et qu'on peut raisonnablement penser que ces colonnes sont le temple démoli, détruit. Et puis, nous avons d'autres choses assez troublantes. Hein. Ce bâtiment qui est sur le Champ de Mars et qui a été construit pour le bicentenaire de la Révolution et qui est un véritable temple maçonnique, hein, avec tous les symboles maçonniques qui sont. Je vous invite à aller le voir, c'est vraiment édifiant. Hein. Je vous rappelle aussi qu'on a eu plusieurs fois, il nous a été dit plusieurs fois qu'aucune loi morale n'était au-dessus de la loi civile, et ça c'est Jacques Chirac qui l'a dit, et qui a été repris largement, et il a aussi beaucoup dit et il s'est opposé aux racines chrétiennes de l'Europe dans la fondation de l'Europe elle-même. Hein. Donc on ne peut pas, à moins, si vous voulez, de vouloir se voiler la face, mais je pense que... Alors après, je me suis amusé, je suis allé un petit peu plus loin, j'ai cherché, mais il n'y a pas besoin de chercher beaucoup, juste parce que je voulais étayer ce que je... Le Mitra qui est un culte, évidemment, alors que certains prétendent antérieur au Christ, postérieur, en tout cas il a fleuri au moment de l'effondrement de l'Empire romain. Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé ne serait pas du tout fortuite, à mon avis. Hein. Je pense que là, c'est pas fortuit. Ce bonnet phrygien, ce Mitra qui égorge le taureau, qui servons-nous ? C'est quand même la question qu'il faut se poser. Et quand on veut restaurer Notre-Dame, qui servons-nous ? Quand le président dit qu'il veut la restaurer plus belle encore et en 5 ans, qui sert-il quand il fait ça ? Pourquoi ? Comment ? Vous voyez, donc, je crois qu'il y a urgence à se faire violence et à se dire qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Là, c'est pareil, je me suis permis de mettre des photos du temple maçonnique du Grand Orient. J'y suis jamais allé moi-même, hein, rue Cadet, mais j'ai pris des photos, ça me suffit pour comprendre des choses quand même, non ? Enfin, je veux dire, on ne peut pas ne pas voir qu'on nous vole tout. On nous vole tout, on nous souille tout, et que c'est une poignée d'initiés qui fait la loi. Je veux dire, c'est l'antithèse de ce que nous sommes, c'est-à-dire ce don, cet amour, cette universalité, ce témoignage, cette transparence du chrétien, cette honnêteté profonde, je veux dire, après on peut lire beaucoup de livres, moi j'ai beaucoup lu sur le sujet, mais... Alors maintenant, voilà, j'ai passé un moment difficile de la conférence, et maintenant on va passer aux actions. Après on pourra toujours poser des questions, hein, et revenir sur les sujets. Comme disait Sainte Bernadette, d'abord, moi je ne suis pas venu vous convaincre, je suis venu vous le dire. Mais quand on voit Lucifer au sommet de sa colonne, quand on voit la table renversée qui est la bibliothèque de la Défense, je veux dire... qu'on vienne pas me dire que ça a été fait par hasard. Enfin, je veux dire, je suis quand même pas complètement idiote. C'est pas possible. Alors, surtout quand on est dans un pays comme le nôtre qui est imbibé de culture chrétienne. Alors voilà ce qui s'est passé à Anzy-le-Duc. Et pourquoi je vous raconte Anzy-le-Duc ? Parce que pour moi, et peut-être me trompe-je, mais c'est la même chose que Notre-Dame, mais en microscopique. Et là où c'est intéressant, c'est que on peut changer d'échelle et essayer de changer aussi d'échelle notre action future pour veiller au grain et faire que Notre-Dame et notre âme, par là même, se restaurent. Donc Anzy-le-Duc, c'est un tout petit village de Saône-et-Loire qui est effectivement sur la même paroisse que celle de mon village. Et on a été appelé au secours par des villageois. C'est-à-dire que Terre et Famille a été appelé au secours
parce que les villageois avaient découvert par le maire qui leur imposait « Eh bien voilà, chers amis, chers administrés, nous allons remplacer les 30 vitraux de notre église du XIe et XIIe siècle par ces magnifiques créations de Gérard Fromanger. » Alors là, évidemment, il y a une poignée de villageois qui ont dit « Ah mais non, nous c'est pas possible ». Alors le maire a dit « Ah c'est comme ça et pas autrement ». C'est pas un mauvais bougre, hein, le maire. C'est pas du tout un mauvais bougre, et je vous donnerai des détails. Alors ils ont paniqué, ils sont venus chercher Terre et Famille. Alors Terre et Famille, on a pris le taureau par les cornes, si j'ose dire. Dans la région, on élève du bovin, ça tombe bien. Et donc, on nous explique, je vais voir le maire, je lui demande, mais on lui demande, nous sommes une délégation, mais alors enfin, monsieur le maire, qu'est-ce que ça veut dire dans une église? Ah, mais ça représente l'humanité en marche. Alors on lui a dit oui, en marche arrière, sans doute. Et puis, alors on comprend qu'il a été démarché par un de nos frères. Alors là, c'est pareil, c'est pas moi. Je veux dire, j'ai vraiment pas envie de m'attirer des ennuis. J'ai pas envie de dire des méchantes choses pour le plaisir, mais il se trouve que le généreux donateur voulait garder l'anonymat. Pas de bol, hein, moi je suis originaire de la région. Et il avait pas de bol, là. Il voulait garder l'anonymat, seulement on a trouvé qui c'était. Il était franc-maçon. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'y peux rien, moi. Je voudrais bien vous dire qu'il était autre chose. Il était franc-maçon. Et il arrivait avec 750 000 euros à défiscaliser. Mais c'était pas ces 750 000 euros à lui, hein, c'est qu'il était mandaté par une autre loge. Parce que c'est le principe de la loge du système maçonnique. C'est-à-dire que c'est assez hermétique d'un niveau à l'autre, surtout du bas vers le haut. Donc il était là, mandaté, voulant garder l'anonymat. Pas de bol, il est tombé sur Terre et Famille. Alors on l'a assommé de pétitions, on lui a rempli sa boîte aux lettres, mais pas qu'à lui, on l'a rempli aussi à monsieur le maire. Et puis, vous savez que dans une église de village, deux personnages sont essentiels quand cette église est toujours sacrée. C'est le maire, parce que antérieur à 1905, la structure de l'église dépend de la mairie, et le prêtre, parce qu'il est le premier affectataire. Donc, nous sommes allés voir le maire, et nous sommes tombés sur quelqu'un qui n'est pas antipathique. En plus, je le connaissais avant, moi, dans la région, on se connaît tous, en plus, j'étais élu local. Donc, on se connaît, j'ai dit, mais enfin, vous ne pouvez pas laisser faire ça. Mais si, c'est formidable, 750 000 euros, comment voulez-vous que je refuse 750 000 euros? Ben oui, mais 750 000 euros pour nous imposer ça, et en plus, vos vitraux n'ont pas besoin d'être remplacés. Oui, je sais bien, Madame Bignon, mais il ne veut pas faire autre chose avec ces 750 000 euros. Comment ça, il ne veut pas faire? On lui a demandé de faire les fresques, parce que ça, on en a vraiment besoin, mais il n'a pas voulu faire les fresques. Il veut absolument faire les vitraux, et il ne veut que Gérard Fromanger. Il veut personne d'autre. Ah ben, je dis ça, c'est fort. Et vous laissez faire. Bah oui, mais il y a 750 000 euros quand même. Bah, je dis oui, mais attendez, si avec 750 000 euros, on vous propose, je sais pas moi, de vous jeter dans les flammes, vous le faites parce que c'est 750 000 euros. Enfin, il y a un truc que je ne comprends pas là. Donc, c'est subjugué. Encore une fois, le complot, les phares de la voiture. Ah, 750 000 euros. Ouf, je peux pas refuser ça. Voilà, c'était ça la posture du maire. Alors après, je suis allé voir nous sommes allés en délégation voir le prêtre, à qui on a essayé d'expliquer ce qu'était l'art contemporain. Alors j'y suis allée à grand renfort de Haute de Queyros, que j'apprécie beaucoup et qui a bien développé ce qu'était l'art financier, etc., etc. Et là j'ai senti que je n'étais pas du tout comprise, mais pas du tout. Et c'était malheureux. Bon, alors ça s'est très bien terminé entre nous, mais bien après, parce que là on n'était pas d'accord, mais vraiment pas d'accord. Donc, bon, on s'est quitté un peu fâché, et il m'a dit, mais si vous voulez, enfin c'était un peu froid entre nous, la délégation là, a été très déçue, il nous a dit, bah, faites une pétition, ça peut peut-être marcher. Alors évidemment, on a fait ces fameuses pétitions, et on en a envoyé partout. On en a envoyé à l'évêché, on en a envoyé aux prêtres, on en a envoyé aux maires, mais on a inondé. Un jour, j'ai eu un coup de téléphone de monsieur le maire dans une qui m'a dit « Mais enfin, Madame Bignon, ça ne peut pas durer. Moi, j'ai reçu des lettres à la mairie de l'ambassadeur du Sri Lanka. Là, il faut que vous fassiez quelque chose, ça ne peut pas durer. » Donc, c'était mode panique. Et ils ne comprenaient pas
Et c'est ça qui est incroyable. Ils n'avaient pas conscience que ce bijou, en fait, il appartient à tout le monde. Et que jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Sri Lanka, les gens s'inquiétaient pour la préservation de ce bâtiment magnifique, admirablement entretenu par tous ceux qui sont passés jusqu'à nous. Donc, c'est là, les gens ne se rendent pas compte du trésor qu'on a, mais on est des enfants gâtés. C'est hallucinant. Ce sont des joyaux c'est hallucinant. Il suffit de voyager un peu dans le monde pour voir. Quand vous allez voir Hearst Castle aux États-Unis, vous payez déjà $1 pour la regarder aux jumelles. Après, vous en payez 10 pour avoir le droit de faire un tour de bus à 10 km du château, comme ça. Et puis alors, vous payez au fur et à mesure que vous vous rapprochez de ce château qui est immonde au final. Et bien, nous, on a ça, là, on peut le toucher. Et c'est gratuit. Vous voyez, c'est ça. Et c'est ça qu'ils veulent plus qu'on ait. Vous voyez, on peut le toucher, on peut aller prier, ça est ouvert, on peut s'agenouiller, on peut vivre dans ces bâtiments qui sont un vaisseau vers... Ah, c'est ça que j'ai perdu tout à l'heure, et qui me revient. Vers la communion des saints. On ne peut pas vivre sans temps, parce que sans le temps, c'est la communion des saints qui disparaît. Si le temps disparaît, eh ben, il n'y a plus de passé, de présent, de futur, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de communion des saints. Et ça, nous, on a des bateaux, intersidéraux là, pour nous emmener dans la communion des saints. Et donc, évidemment, on s'est retrouvés seuls. On s'est retrouvés face à la mairie, on s'est retrouvés seuls. L'évêché est resté très en retrait. On a eu le président de la commission d'art sacré contre nous. On a eu les monuments historiques contre nous, la DRAC, n'en parlons pas, c'était le chef de file, c'est un instrument absolument diabolique. La DRAC contre nous, les monuments historiques contre nous, tout le monde contre nous, voilà. Alors on a eu une chance, c'est que la presse locale, le journal de Saône-et-Loire, fait un travail relativement, je dois dire même assez exceptionnellement impartial. Et qu'à chaque fois qu'on a communiqué par voie de presse, ils ont rapporté nos propos assez fidèlement. Il faut dire qu'en même temps, ils étaient assez clairs, donc ils ne pouvaient pas tellement les déformer plus pour que ce qu'on disait. Alors on est allé à toutes les réunions de conseil municipal, en tant que spectateur, puisque nous n'étions rien par rapport... et on a commencé à faire un travail très approfondi au niveau du réseau local. C'est-à-dire qu'il y a une première chose à faire, c'est qu'il faut bien discerner qui a les ficelles, qui agit sur quel motif. Il y a ceux qui se font berner, par exemple l'association qui est censée défendre l'Église, ou le prêtre, ou le maire, se faisait berner, tout simplement berner. C'est pas qu'ils étaient mus par de mauvaises intentions, mais c'est qu'ils étaient soit en état de se faisant duper, ou se faisant éblouir, ou... voilà, il y avait... Et donc, ce qui est bon de faire, nous, quand on a un peu travaillé sur le discernement, c'est de capter qui agit et pour quel motif, et d'essayer de fédérer à l'échelon local toutes les bonnes volontés, et de les ramener, de les sortir du champ lumineux des phares de la voiture, voyez, de les sortir de cet éblouissement. Et c'est ce qu'on a fait en allant, par exemple, aux réunions de conseil municipal. Et je vous avoue qu'un soir, il était 1h du matin, c'était la fin de la réunion du conseil municipal, je distribuais, moi, à la sortie aux conseillers municipaux, des petites brochures sur ce qu'est une église de village et qui en est le premier affectataire, etc. Et là, on me prend à partie. Et on me dit « Ah, Madame Bignon, vous êtes là à cause de la croix du Christ !» Oui, parce qu'il y avait le vitrail du fond, c'est la croix. Pourquoi ? Parce que c'est l'ancien vocable de Notre-Dame de l'Assomption, qui aujourd'hui est Notre-Dame de l'Assomption, et qui était, l'ancien vocable, c'était la Sainte Croix. Et donc, c'est un vitrail qui était tout neuf, restauré il y a moins de 10 ans. Et donc en état parfait, et les 30 vitraux étaient dans un état peut-être pas aussi brillant que celui du fond, mais tous avaient été restaurés moins de 10 ans avant. Donc il n'y avait aucune raison de changer les vitraux. Il y avait de bonnes raisons pour refaire les fresques, mais ça ils n'en voulaient pas, parce que refaire les fresques, c'était restaurer, c'était retrouver les couleurs et les formes du Moyen-Âge, de ce Christ en gloire dans sa mandorle au fond du cœur roman de cette église. Là, c'est pas ce qu'ils voulaient.
Il voulait faire une galerie permanente à la gloire de Gérard Fromanger et de ses copains qui étaient Jack Lang et les fonds Édouard Leclerc, de la fondation Édouard Leclerc. C'est ça qu'il voulait, c'est ça qui était derrière. Et c'est ça qu'on a découvert, c'est ça qu'on a déniché. Et quand on est allé au conseil municipal, on leur a dit, alors, oui, madame Dion, vous êtes là parce que c'est à cause de la croix. Oui, ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Oui, alors, surtout ne pas dire non, on ne se justifie pas. Oui. Ah oui, vous avez raison, ça c'est vrai que c'est assez important. Mais moi je vais vous expliquer autre chose, parce que si pour vous la croix c'est pas important, je vais vous expliquer autre chose. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'appel d'offres? Comment se fait-il que l'artisan qui soi-disant doit refaire les vitraux vienne de Paris, ait son atelier place de la Bastille? Comment se fait-il qu'on n'ait pas demandé à des artisans locaux? Comment se fait-il que cet argent, on ne puisse pas le dépenser ailleurs? Est-ce que vous avez eu d'autres projets? Alors, il y en a une autre qui prend la charge. Ouais, madame Mignon, mais dites donc, vous êtes de Briand, là, hein? Vous êtes de Briand, qu'est-ce que vous faites là, vous? Moi, je me vois pas aller intervenir à Briand pour... Mais j'ai dit, madame, monsieur le maire est là, je peux... ces vitraux ont été restaurés il y a moins de 10 ans. Ouais, eh ben, je vois pas le rapport. Ben oui, mais restaurés avec quoi? Avec l'argent de la région. Ouais. Ben, l'argent de la région, c'est mon argent aussi, alors. Ah ouais. Et qu'est-ce que vous proposez de faire avec ces vitraux? Ben, ils nous ont dit qu'ils allaient les démonter, les mettre dans des caisses. Bah, qu'est-ce que vous faites avec l'argent public? Attendez, on vous donne de l'argent public il y a moins de 10 ans pour refaire des vitraux et vous mettez tout ça dans des caisses? Mais c'est mon argent aussi. Alors je leur explique. Je leur dis, mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de vous faire prendre pour des cutéreux. C'est là qu'ils m'ont dit, quoi, nous, des cutéreux? J'ai pas dit que vous étiez des cutéreux. J'ai dit que moi, je suis là pour vous expliquer. Eux, ils sont venus vous voir. Non? Ben, eux, ils vous prennent pour des cutéreux. Ah ouais. Ouais. Et là, tout d'un coup, au niveau local, ça a basculé vraiment. Ça a basculé. Il y a eu un autre phénomène qui a été extrêmement déterminant. C'est qu'il y a eu une grande réunion de chantier. Alors évidemment, Terre et Famille est là. On essaye de regrouper toutes nos troupes et tout, mais en face, ils arrivent, parce qu'ils savaient que Terre et Famille était contre le projet, alors là, ils arrivent encore plus, et hyper... j'étais sur les dents comme ça. Et alors, comme Terre et Famille avait pris la main sur l'événement par le biais médiatique, etc., alors là, les autres en surrajoutaient. Et donc, une espèce de petit coq, là, venez, je vais vous montrer comment on va faire dans l'église. Alors... je ne citerai pas de nom par discrétion, mais donc il rentre dans l'église, et puis alors là, il se met à parler dans l'église, à s'accouder sur l'autel. Ouais, alors voyez, donc là on va faire comme ça, là il y aura des vitraux là. Hein, et il y a des gens affolés qui étaient de l'autre côté qui m'ont dit, Stéphanie, il faut que vous alliez parler, dans l'église, il ne faut pas laisser dire des choses pareilles. Et alors là, c'est le Saint-Esprit, parce que tout va très vite, hein, donc c'est pas l'intelligence, c'est autre chose, il y a un truc qui vous dépasse. Et moi je ne suis pas rentré dans l'église, j'ai dit hors de question, je ne parlerai pas dans l'église, ça n'est pas le lieu. Alors je suis monté sur un banc public, j'avais un haut-parleur et j'ai fait un discours qui n'a aucune importance, c'était pas la question. Mais ce qui est resté dans la tête des gens, ah bah oui, ça se fait pas de parler dans l'église quand même. Parce que les gens ont gardé ce bon sens, ce respect. Ils ont vu ces gens qui rentraient dans l'église pour imposer des nouvelles vues de ce que devait être l'église et qui étaient accoudés sur l'autel et qui... Ah, ça les a sciés. Et ils ont vu Terre et Famille à côté qui faisait son travail, certes, mais à l'extérieur, voilà. Et ben... si vous voulez, auprès, il y a une sagesse populaire qui n'arriveront pas à effacer, et ça atteint, si vous voulez, ça atteint les tripes, en fait. Et c'est des choses qui sont déterminantes, qui dépassent le raisonnement. Vous voyez, ça dépasse le raisonnement. C'est cette fameuse communion des saints, c'est cette éducation que probablement j'ai reçue, moi, de ma grand-mère arrière-grand-mère, et qui est ressortie à ce moment-là. Et bien ça, celle-ci, elle a été perçue par tous ces gens qui étaient là, c'est ça. Et donc, je crois que ça c'est vraiment déterminant. Et donc, de proche en proche, on a lutté contre
contre ce projet. Et pour finir, parce qu'il faut finir, voilà. Pour finir, Notre-Dame de l'Assomption. Donc, je ne sais plus ce que j'ai après comme diapo. Ah oui, si, c'est ça. Voilà. Ça, c'est le chœur. Le chœur qui a été ensuite restauré parce qu'on a gagné. Hein, donc, on a gagné le combat. Et pourquoi on a gagné le combat? Parce que on est en 2015. On est à un moment crucial, à la fin 2015. On approche de Noël. Nous, on avait prévu hein, de passer Noël dans l'église parce qu'ils nous menaçaient d'un chantier. Parce que, toujours pareil, le hold-up. Il fallait que ce soit fait avant la fin de l'année fiscale. Tac, tac, tac. Alors nous, on était là sous le qui-vive. On regardait s'ils ne mettaient pas les échafaudages. On était prêts à monter. On s'était déjà fait des rotations pour passer Noël dans le clocher, en se passant des vivres à travers avec une corde. Mais il faut que les gens sentent que rien ne nous arrêtera. Il faut qu'ils le sentent. Il faudra qu'ils nous passent sur le corps. Mais attendez. Jack Lang avait dit qu'il viendrait couper le ruban quand on se compas Fromanger aurait fait poser ses vitraux. Alors moi, Jack Lang, dans mon pays, qui coupe le ruban devant une église, j'en serais morte alors qu'il est. Hein, c'était même pas la peine, je serais pas sous vos yeux. Hein. Donc non seulement on a gagné, mais en plus on a donné un coup de boost au maire qui finalement a fait restaurer les fresques. Donc on a vraiment gagné. Mais comment on a gagné? Encore un coup du Saint-Esprit. On arrivait sur un truc. Vraiment, on sentait qu'on était au paroxysme, une tension de dingue. Et là, on fait passer par voie de presse, par le journal de Saône-et-Loire, que, ok, Terre et Famille, allez, on laisse à Gérard Fromanger, parce que nous, on avait compris qui était Gérard Fromanger. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'analyse que j'ai faite, si douloureuse, de ce qu'est devenu Paris. On savait qui on avait en face de nous. Et donc, on savait qu'on avait envie de lui tendre, enfin, on était prêt à prendre des risques parce qu'on avait compris qu'on avait en face de nous. Et on lui a fait savoir par voie de presse qu'ok, sur les 30 vitraux, on lui en laisse 29. Mais on garde le 30e. On garde celui-ci. Et par voie de presse, cette espèce d'égo sur pattes a répondu: mon art, je refuse, c'est tous les vitraux ou rien. Mon art n'est pas compatible avec la croix, n'est pas compatible avec la liturgie. Ah, c'est fabuleux, fabuleux. Du coup, eh bien, Monseigneur a tranché. Ce que personne n'avait tranché, Monseigneur, évêque d'Autun-Chalon, a tranché et a dit: ce projet n'aura pas lieu. Clac, terminé. Donc, et pourquoi on a pris ce risque? Parce qu'on a compris à qui on avait affaire. Comment voulez-vous élaborer une stratégie fine si vous ne savez pas qui vous avez en face de vous? C'est impossible. Donc il faut avoir le courage de voir qui est son adversaire. Parce qu'encore une fois, vous n'allez pas partir avec un canif face à quelqu'un qui a un bazooka. Et ces gens croient en Dieu et en diable. Sinon, ils ne se donneraient pas autant de peine. Eux, ils y croient. Quand moi, en tant qu'élu local, j'ai mis en place différentes choses, et notamment le chapelet mensuel. Alors, c'est pas en tant qu'élu local, mais disons qu'on a restauré l'église et qu'on y a dit le chapelet. Mais j'ai eu des adversaires redoutables, des anticléricaux, et lui, je leur ai dit, mais merci, messieurs, c'est fantastique, vous avez l'air d'y croire encore plus que moi. Ça doit être affreux pour vous de nous voir dire le chapelet, ça veut dire que c'est une arme épouvantable. Donc merci, mais c'est fabuleux. Donc on est encore plus motivés, c'est fabuleux, merci beaucoup. Et donc, il y a certains personnages qui avaient mis face à notre crèche Blanche-Neige et trois nains, et ils leur avaient donné un nom: liberté, égalité, fraternité. Et là aussi, je les ai remerciés, je leur ai dit: mais attendez, même moi, j'aurais pas osé vous faire un coup pareil, faire porter la liberté, l'égalité et la fraternité par des nains, mais moi, j'aurais pas fait. C'est sympa comme tout. Alors le lendemain, ils effaçaient liberté, égalité, fraternité. Avec un grattoir, ils essayaient de... Alors c'est vrai que face à la Sainte Famille, rien ne résiste en fait. Hein, parce que depuis qu'on a une crèche sur la voie publique à Briand, Blanche-Neige a disparu. Ça, c'est clair. Hein, c'est assez redoutable. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Hein. C'est pas la peine de donner des coups dans Merlin l'Enchanteur ou... Non, vous mettez une crèche.
Penser que nos coups de pied vont être plus efficaces que la Sainte Famille, c'est de l'orgueil pur. Hein. Il suffit de mettre la crèche. Donc voilà, alors c'est en fait pas nous qui avons sauvé l'Église, c'est la Sainte Croix. Mais qu'on a servi. Quand on nous a dit, des catholiques bontins nous ont dit, mais enfin Stéphanie, mais qu'est-ce que c'est cette Sainte Croix se ramise dans la crypte. Il n'y a même pas la hauteur dans la crypte. Vous voulez pas la mettre la tête en bas, non, en plus, non, par hasard non, mais vous savez, le Christ a tout accepté jusqu'à être crucifié. Ah bah, moi, je croyais que c'était pour que cette croix soit dressée sur le monde et vous voulez la mettre dans la crypte. Vous voyez, alors, c'est des arguments de bonne foi. Je veux dire, face à ça, il n'y a personne qui résiste, en fait. Je veux dire, vous ne le faites pas exprès, c'est marqué, quoi. On nous l'a dit, non? Donc, je crois que c'est simplement, faut y aller, quoi. Faut vivre un jour, faut vivre. Ils veulent qu'on meure, en fait. Hein. Ils veulent qu'on meure spirituellement. Eh bien, nous, on veut vivre spirituellement. Donc, ça fait une grosse différence d'objectif. Tout ça pour dire que, encore une fois, et j'en suis convaincu, c'est la Sainte Croix et notre foi qui sauvera Notre-Dame, parce que c'est notre âme que nous restaurons, et Notre-Dame, nous battrons pour elle. Voilà. Merci Stéphanie pour cette belle conférence très encourageante qui remue aussi certains préjugés et certains conforts, mais c'est la vie. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Bonsoir à tous. Pourquoi Ranzy-le-Duc et pas ailleurs? Bonne question. Absolument. Absolument. Alors d'abord, c'est une des plus belles églises du circuit d'églises romanes que nous avons dans notre région. Et c'est une église où tout a été extrêmement bien restauré et tous les symboles... c'était en fait une église de prieuré sur un chemin de pèlerinage et qui était qui était connu et réservé pour être particulièrement riche d'enseignements. Tous les chapiteaux, et très bien restaurés, sont en fait très très riches. Alors je ne me lancerai pas dans des interprétations, il y en a beaucoup à lire sur Ranzy-le-Duc, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que, encore une fois, il ne s'attaque pas par hasard. Elle ne serait pas si bien préservée, parce que là, tout est roman, pas seulement le chœur. Beaucoup de nos églises, les nefs ne sont plus romanes, mais seulement le chœur. Là, tout est roman, et tout est intact. Tout est du XIe et XIIe siècle. Donc là, vous venez avec les vitraux que je vous ai montrés, et c'est quand même incroyable, le vitrail. Le vitrail, c'est par là que passe la lumière, pour éclairer tous ces enseignements, précisément. Et donc, si vous voulez souiller un lieu aussi beau que celui-ci, mais le mieux, c'est de souiller l'endroit par où passe la lumière. D'ailleurs, c'est pas un hasard, hein, si, précisément, la Drac... Et ça, j'ai eu parce que après, on s'est beaucoup spécialisé, on a été beaucoup appelé au secours par d'autres lieux, notamment à Saumur, par exemple, où la chapelle Saint-Jean a failli se transformer en levrette de café. C'est pareil, vous pouvez vous poser des questions sur le maire de Saumur, c'est tout à fait intéressant. Et là, c'est pareil, si on a gagné la bataille, alors... Je reviens parce que cette chapelle du XIIIe siècle, qui est pour le coup désacralisée, mais en pleine ville, a failli se transformer en bar de nuit, qui devait s'appeler un levrette de café. C'est une série de bars de très bon goût, comme son nom l'indique. Voilà. Mais à chaque fois, c'est la volonté de piétiner, de faire mal, et dans des lieux particulièrement chargés d'histoire et de spiritualité. Et effectivement, ils ne se trompent jamais. C'est bien la preuve qu'ils y croient, eux. Et c'est bien la preuve qu'on est dans une inversion, c'est-à-dire qu'on est dirigé par des gens qui croient à des choses qui sont l'antithèse de ce qui nous a fait. Donc évidemment, on a l'impression de partir en brioche, d'être détruit tous les jours un peu plus, parce qu'on est dirigé par des gens qui ont des objectifs opposés.
Donc le levrette café, pour vous donner, qu'on a évité donc, à la chapelle du XIIIe siècle à Saumur, encore une fois, on s'est battu avec un groupe de jeunes sur place, eux étaient sur place, nous on était en arrière de la main, on pilotait les choses et on a écrit des articles, etc., etc. Et on a fait l'enquête qui allait bien. C'est-à-dire qu'on est allé jusqu'à dire, parce qu'encore une fois, on nous a dit, ouais, c'est toujours comme ça, vous êtes catho, vous êtes tradis, vous êtes extrémistes, vous êtes tous les petits noms. Et puis alors, vous pouvez être catho ce que vous voulez, de toute façon, dès l'instant où vous êtes catho, vous êtes intégriste, dès l'instant où vous êtes catho. C'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt, hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Et donc là, on entend tout ça. Et nous, on dit, bah oui, on est catho. Et si vous voulez dire qu'on est radicaux, vous avez raison, parce qu'on est radicalement attachés à l'héritage que nous ont laissé nos parents. Donc ça, on est radical. Oui, ça, c'est tout à fait vrai. On est radicalement attachés. Par contre, on va vous expliquer autre chose, c'est que votre mère a des intérêts financiers dans cette chaîne de bar de nuit. Vous le saviez ou pas? Et là, vous sortez les dossiers qui vont bien. Vous voyez? Alors... si vous croyez, s'il y a des gens qui m'expliquent moi qu'on peut se battre contre des gens aussi mal embouchés en n'ayant pas fait ce travail de discernement, c'est pas la peine, hein. C'est même pas la peine de commencer. Mais là, vous avez raison. Encore une fois, c'est la preuve même du genre de personnes que nous avons en face de nous. C'est le choix qu'ils font des lieux. C'est ciblé, et c'est pour une raison précise, c'est qu'ils savent qu'ils font mal. Voyez, depuis longtemps, ils le savent. Et ils le savent depuis longtemps. Absolument. Merci. Est-ce que vous pensez sincèrement que 2024 peut être aujourd'hui maintenu? Très simplement, l'échafaudage, je parle de Notre-Dame, l'échafaudage n'est pas enlevé, et ça c'est... Aujourd'hui, j'écoute les chroniques du recteur de la cathédrale sur Radio Notre-Dame. Je crois qu'il fait une chronique par semaine, enfin très très régulièrement. Il met un point d'honneur, Radio Notre-Dame, à nous parler de Notre-Dame. Le recteur, lui, nous dit qu'on ne peut pas progresser si l'échafaudage lui-même n'est pas enlevé, puisqu'il fragilise, enfin un effondrement de cet échafaudage fragiliserait l'ensemble de l'édifice. Alors, aujourd'hui, il faut prendre 10 douches par jour pour entrer sur le lieu à cause de l'histoire du plomb. Très sincèrement, tout ça... et le fameux concours n'est pas encore mis en œuvre. Alors, 2024, plus personne n'y croit. Je suis d'accord. Oui, chère madame, alors je suis absolument convaincue par ce que vous dites, mais je pense que tout ça n'est pas sérieux. Et je pense que tout ça, ce sont des enfantillages, et je pense qu'ils sont allés un pont trop loin. C'est-à-dire que, vous savez, Lucifer, c'est l'ange qui est beau, très beau, et qui se croit plus fort que Dieu. D'ailleurs, il est en guerre contre Dieu, mais on sait bien qu'il a perdu. Et je crois que Notre-Dame, moi je n'y crois pas du tout, hein, que ce soit restauré en 5 ans, en 10 ans, et peut-être même... Et je vous dirais franchement, c'est pas la question. Encore une fois, c'est pas la question. Pour moi, c'est plus fort que ça. Ce qu'on vient chercher en nous, c'est qu'il faut restaurer nos âmes. Comment se fait-il qu'on ait accepté l'affaire de... J'en reviens à ça, de Vincent Lambert, si vous voulez. On ne condamne plus à mort personne, mais Vincent Lambert a été condamné à une mort lente et publique. Donc, si vous voulez, c'est pas la restauration de Notre-Dame. Vous voyez, c'est plus que ça qu'on va chercher en nous. Et c'est pour ça que toutes ces histoires de dates qui nous noient dans le... Tout ça, je vais vous dire, si on se restaure, le Saint-Esprit, je suis fondamentalement mais convaincu que si on retrouve le vrai, le dur en nous, la force en nous, mais vous vous rendez compte de ce qui a été fait, on est incapable de refaire Notre-Dame, de même réentreprendre. Quand on voit les petites églises romanes au cœur de nos villages, ces bâtisses qui sont immenses aujourd'hui, entourées de 232 habitants qui n'y vont même plus à la messe le dimanche, vous vous rendez compte que nos ancêtres ont fait ça? Non, mais qui on est, nous? Mais on est lamentable. Donc, et c'est ça qu'il faut qu'on reconstruise, c'est cette fierté. Il faut qu'on retrouve cette force. Il faut qu'on redonne envie aux gens de nous ressembler. C'est ça, témoigner, c'est donner envie d'être comme nous, de partager ce trésor. Ne serait-ce que... Eh ben,
Mais là, pour l'instant, alors c'est fabuleux. Vous voyez, c'est comme le réchauffement climatique. C'est pareil. On noie le poisson. On vient nous expliquer à grand renfort de moraline, vous vous rendez compte, le climat se réchauffe, il faut arrêter les transports de chaussettes qui viennent de Chine en bateau. Ben oui, tu as raison. Mais avant de sauver le climat, c'est peut-être l'industrie textile française, par exemple, qu'on pourrait sauver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'homme se place à un niveau où il se dit « Moi, je vais sauver le monde ». Je sais qu'on a vu beaucoup de séries américaines, mais là, il faut en sortir, les gars, c'est pas possible. C'est pas le climat qu'il faut sauver, c'est le bon sens, l'intelligence et le respect. Pourquoi je vais faire fabriquer des chaussettes en Chine, qu'effectivement je ne paye pas au prix réel de ce que ça représente de coût à tout niveau, et surtout de ces gens qui ne peuvent plus bosser chez nous parce qu'on n'a plus besoin d'eux pour faire des chaussettes, des surjets et de la couture, toute cette industrie textile qui donnait énormément. Ben, c'est ça le vrai sujet. Mais aujourd'hui, on vous dit, il faut sauver le climat, COP25. Oui, non, mais d'accord. Non, mais moi, je raisonne là, au ras des pâquerettes. Vous voyez? Non, mais c'est hallucinant. Mais là, c'est pareil, Notre-Dame. Et on échappe, c'est incroyable. On nous laisse à la surface des choses. On nous fait croire. Lucifer, vous avez vu comme il est beau, là, sur sa colonne? Regardez comme il est beau. Ah ben, ça fait plus envie, c'est vrai, que peut-être le chemin de croix. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Eh bien, moi, je pense que c'est quand même ce qui nous attend. Et c'est si vous voulez, cette vie éternelle à travers cette communion des saints qu'il faut retrouver. L'architecture, le geste technique, autant pour eux, leur geste je dirais, mauvais est porté par quelque chose qui est l'antithèse de ce que nous portons, autant notre geste refondateur, restaurateur, et je dirais procréateur avec l'aide du ciel, doit être porté par quelque chose de très fort. Vous voyez, si on veut si on veut reprendre en main les choses, alors il faut admettre que c'est plus une question de date, que c'est pas nous qui allons décider quand ce sera fini le chantier. D'ailleurs, quand ils commençaient leur chantier, ils savaient qu'ils ne le verraient pas terminé pour la plupart. Mais c'est pas le problème, parce que vous le voyez bien quand vous restaurez une maison ou quelque chose, vous apprenez autant en faisant qu'en admirant après votre œuvre. Vous voyez, c'est en faisant. Donc là, arrêtons de nous faire voler notre temps. On s'en fout de quand ce sera terminé. C'est pas la question. La question, c'est avec quelle tripe je vais me remettre à l'ouvrage. Et vous voyez, c'est vraiment... je crois qu'on nous pousse à faire fausse route non-stop. Nous, on a le temps. Alors réfléchissons. Et vous avez raison. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai restauré des choses. Donc je connais un peu le bâtiment. Je suis ingénieur de formation. J'ai un peu des notions techniques. Quand j'ai entendu tout de suite les diagnostics, ceux qui disaient « c'est foutu », ceux qui disaient « pouf, tout va bien, ça va être... » Non mais, c'est hallucinant. Je veux dire, il faut aller le sculpter comme un malade va sculpter, comme un médecin va sculpter son malade. Il faut reprendre les éléments les uns après les autres. Mais avec quel choix de priorité? Avec quelle fougue? Avec quelle profondeur? Vous voyez, c'est ça la question. Mais évidemment, évidemment, techniquement, je suis complètement d'accord avec vous. Tout ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est clair. Alors après, c'est moi qui le dis, hein, j'ai peut-être tort. C'est un petit peu à côté du sujet, mais je voulais savoir si l'ostension de la Sainte Couronne d'Épines a lieu ailleurs, dans Paris, parce qu'avant c'était la cathédrale de Paris, et est-ce qu'elle a lieu toujours, mais bon, évidemment ailleurs, mais où? Alors ça, je pense que mon père serait peut-être... Est-ce que ça a toujours lieu? Moi, je peux répondre. L'ostension de la couronne d'épines n'a plus lieu, au moins jusqu'au début du carême prochain, et encore c'est sous réserve. Voilà, pour l'instant elle est au Louvre, en sécurité. Ils ont tenté de l'amener pour une vénération au début de l'année, c'était trop compliqué pour des questions de sécurité, donc ils ont arrêté de le faire. Et le recteur a dit qu'il reprendrait peut-être pour le début du carême, mais c'est pas du tout sûr. Parce que ça, on pourrait aussi l'ajouter au signe que vous me donnez, parce que le nombre de personnes qui même, moi ça m'est arrivé même, j'ai découvert très tard cette Sainte Couronne d'Épines, et j'y suis allée avec d'autres personnes qui ne sont pas du tout
ancrés dans la foi, et ça nous a vraiment marqué. Et donc je pense que voilà, ça va dans le sens que vous nous donnez. Je vous remercie, madame. Ce combat que vous évoquez n'est-il pas propre à certaines époques de crise spirituelle? En 64, il y a l'incendie de Rome, que Néron, d'après la plupart des historiens, a fait provoquer, pour des projets de réhabilitation de l'immobilier de Rome. Est-ce qu'on peut faire à elle, sans faire un lien forcément avec Néron, Macron, même combat, mais est-ce qu'il y a, mais est-ce qu'il y a, est-ce que l'histoire se répète? Est-ce que c'est lié à des crises spirituelles importantes? Et dans cette histoire de l'incendie de Rome, on avait accusé les chrétiens, et ça a été à l'origine des persécutions, puisque les chrétiens travaillaient dans les carcérès, qui étaient les écuries du cercle Maxime, d'où l'incendie était parti. Et on en a profité, Lyon, pour donc procéder à ces grandes persécutions. Première persécution romaine des chrétiens. Et aujourd'hui aussi, on sent que c'est la foi chrétienne qui est menacée de disparition. Alors, est-ce qu'on va faire un lien entre tout cela, ou est-ce que ça vous paraît un peu saugrenu? Pas du tout. Alors, mon père, déjà, je vous remercie infiniment d'être là. C'est très important pour nous. On a besoin de nos pasteurs plus que jamais. Et je vous remercie de cette question qui... En fait, je vous suis. Je ne vous précède pas. Je vous suis complètement dans cette logique que vous énoncez. C'est évident. Et je crois que... Enfin, je le ressens, moi, en tant que ouaille, que c'est l'enjeu, en fait. C'est l'enjeu. Serons-nous assez forts pour relever? Et c'est vraiment la question qu'on peut se poser quand on voit ça. Est-ce qu'on va être assez fort? Moi, c'est la seule question qui me vient à l'esprit. C'est la seule chose qui me prenne, quoi. Est-ce qu'on va être assez fort? Et c'est bien pour ça qu'on est là ce soir. Est-ce qu'on va être assez fort? Parce qu'on a... Alors, il faut tout de suite s'y mettre, parce que plus on va attendre, plus ça va être compliqué. Mais je crois que oui, qu'on traverse une crise énorme, parce qu'on n'a pas toujours été à la hauteur, on n'a pas vu les coups venir, on s'est un peu endormi sur le confort matériel, on a cru aux sornettes qu'on nous racontait, mais là maintenant on n'a plus d'excuses en fait. Quand on en est à assassiner, à condamner à mort Vincent Lambert, quand on en est à 200 000 avortements par an, quand on en est à nos paysans qui représentent plus que 4% de la population active et qui continuent à se suicider, quand on en est à des pompiers qui se ramassent des flashballs dans les yeux, quand on en est, je veux dire, honnêtement là, voilà, et quand on en est, ça, tout est incarné, tout est dit en fait dans l'incendie de Notre-Dame, mais c'est tout qui flambe. Donc maintenant, est-ce qu'on est assez fort? Et c'est bien pour ça que moi je remercie Florence et je remercie tous les gens, toutes les personnes qui, au lieu d'être confortablement installées chez elles, il fait froid, c'est la grève, machin, se posent des questions. C'est très rassurant en fait. Hein. Donc vous me rassurez beaucoup, mon père. En fait. Je vous remercie de toute cette conférence, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur, disait Jean 23. Évidemment, il faut se secouer. Et Jean-Paul II, pardon. Oui, Jean-Paul II. Mais l'espérance chrétienne est formidable. On parlait de Néron. Après, le christianisme a revécu. On a toujours un peu ce système de balancier. Il ne faut pas avoir peur. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, chère madame. Je vous donne tout à fait raison. Et c'est ce qu'on nous a dit dans l'affaire d'Anzy-le-Duc. J'allais voir certaines personnes pour nous soutenir, certaines personnes d'influence. Encore une fois, je resterai discrète. Et là, on me répondait, mais vous vous inquiétez pour rien, madame Pillon, ça va s'arranger tout seul, vous allez voir. Ah non, il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire, je suis bien d'accord. Donc on est d'accord, là on est d'accord. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est la Sainte Croix qui a sauvé Anzy-le-Duc, mais parce que
il y a notre part du miracle aussi, vous savez, il y a ce poisson, ce poisson qui va donner ce repas miraculeux de notre Seigneur. C'est notre part, c'est ce que nous donnons au miracle. Et donc, on est attendu là. Voyez. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je commençais par dire, surtout, l'arme de destruction massive, c'est le désespoir. Et ça, c'est censé nous apporter le désespoir, mais on a un clin de, j'allais dire deuil, mais j'ai pas envie de dire ça, curieusement, on a un signe extrêmement fort, et un signe incroyable. Donc, vous avez raison. Et c'est là où vous avez raison. Ah mais ça, il est certain que cette dernière photo est absolument extraordinaire. Ouais. Mais moi, ce que j'aurais aimé quand même savoir, c'est où en est l'enquête. Parce que, bon, c'est sataniste, c'est tout ça. Ok, mais est-ce qu'on a quand même... Est-ce qu'on a le droit de ne pas être considéré comme un complotiste quand on dit que c'est un incendie volontaire? Ah non. Et à ce moment-là, on cherche qui a mis le feu. Alors, je vais vous dire, cher monsieur, on a eu aussi un autre problème en Saône-et-Loire. On a un paysan qui est mort de 2 balles dans le dos. Et bien, l'enquête n'avance pas non plus, curieusement. Il y a des sujets comme ça, et les enquêtes n'avancent pas. C'est des trucs bizarres. Alors, je vais vous dire, en fait, je pense que c'est clair, on ne saura jamais. Enfin, si, vous le savez bien, c'est un mégot qui a mis le feu, non? Vous n'êtes pas au courant? Donc, non, mais il est évident. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va faire avec ça d'un point de vue... vous voyez, ils veulent nous perdre, ils veulent nous faire perdre du temps, ils ne veulent pas nous donner des vraies pistes de... Vous imaginez qu'ils nous disent la vérité? Ça voudrait dire qu'on a Saint-Louis au pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne peuvent pas nous dire la vérité, c'est impossible. Donc, nous, on a compris, et on est dans un combat de titans. On est dans un combat... Je crois que Mme Brassier avait quelque chose à dire. C'est une question. Ne faut-il pas mettre en rapport cet incendie sûrement criminel de Notre-Dame avec les destructions volontaires d'églises dans toutes les villes de France et la vente des églises? Rouen, la ville aux 100 clochers, a mis en vente 5 églises. Et l'une d'elles va être rachetée par un brasseur. Il va installer sa brasserie. Il était très fier de montrer son projet. Il y a une avidité à l'égard de nos édifices religieux qui est démente, qui est de l'ordre du démon. C'est tout. Oui, c'est ça. Et comment réagir? Ah oui, alors ça c'est une bonne question, chère Anne. Donc oui, comment réagir? Je crois qu'en fait, et c'est ça le secret, et on en parlait tout à l'heure avec une dame, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent sous les écrans radars. Et vous disiez l'enquête, comment on va savoir, etc. C'est vrai que moi aussi j'aimerais, mais un jour on saura. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on va faire de tout ça. C'est ce qu'on va faire de tout ça, et qu'est-ce qu'on oppose à ça. Et curieusement, si vous voulez, je crois déjà qu'il faut qu'on regagne en humilité, parce que eux nous mettent dans un... Vous savez, pour moi, tout est atteint par cette même maladie de l'orgueil. Plus ça va, plus je vieillis et plus je comprends. On nous fait mettre tous les 5 ans un bulletin dans l'urne en nous disant... Comme vous êtes important, vous choisissez le chef des armées. Attendez, vous avez vu comme vous êtes important, vous êtes les seigneurs, hein, vous êtes comme Lucifer avec sa lumière et tout. Et puis, dans le même temps, on vous supprime les petites communes. Tous les lieux de véritable démocratie, on vous les supprime. C'est quand même curieux, ça. Alors, où est-ce qu'on est important? On est important chez soi. Et chez soi, il y a souvent un petit oratoire, que ce soit chez soi, ou chez soi dans sa maison de campagne. Un petit oratoire, une église qui n'est jamais ouverte. Nous, à Terre et Famille, on a lancé ça. On a dit, allez, maintenant, les églises, on les ouvre. Parce qu'une église fermée... parce que ce qu'on nous oppose souvent, c'est que si les églises sont ouvertes, il y a des risques de vandalisme. Alors moi, ce que je réponds toujours, c'est une église ferme, une église ouverte peut éventuellement être endommagée. Mais une église fermée le sera sans aucun doute. Ça, les églises fermées, c'est terrible.
Donc il faut ouvrir les églises. Alors vous allez dire, ouais, mais il n'y a plus de prêtres. Eh ben, on va y dire le chapelet. Voilà, on y dit le chapelet une fois par mois, une fois par semaine, et il se passe des choses. Nous, on nous téléphone à Terre et Famille. Alors, Mme Pignon, ça y est, on a retrouvé les clés de l'église, elles étaient dans le tiroir du buffet du maire. Ouais, c'est maintenant on y dit le chapelet, vous voyez. Et donc, on prie pour le retour de prêtres. Et donc, il faut, en fait, ce que je veux dire par là, par des exemples très concrets, il faut se réapproprier. Ce sont nos églises. Alors après, c'est ce que j'ai essayé de dire à Anzilduc. J'en dis, vous êtes victime de 3 hold-up. Le premier, c'est que vous êtes en train d'assister à une OPA d'un bien plus que public, c'est avec cette communion des saints qui est le propre de notre belle religion. Eh bien, c'est le patrimoine de tout le monde et de génération que vous êtes en train de donner à Gérard Fromanger et au fond Édouard Leclerc. Donc il y a une OPA de notre héritage. Ces gens-là nous prennent notre héritage. Ensuite, l'argent public. Ils nous prennent l'argent public des vitraux, là, et hop, on n'en a rien à cirer, nous on s'installe, on veut les 30 vitraux, etc. Et ensuite, 750 000 € en défiscalisation. 3e hold-up. Donc, c'est notre argent, c'est notre patrimoine, c'est à nous de le défendre. Et c'est vrai qu'on est un peu seul. Ça, il faut reconnaître qu'il y a des grands moments de solitude, mais on est quand même de plus en plus nombreux. Et donc, quand la chapelle Saint-Jean nous a appelés, tout de suite, on était une équipe pour répondre à la presse, pour balancer sur les réseaux sociaux les informations que personne ne voulait voir vraiment sur les réseaux sociaux. On a élaboré une stratégie, etc. Donc il faut qu'on se réapproprie. C'est nous, c'est à nous, c'est à nous. Je vais sortir un petit peu du sujet de l'architecture pour en venir en fait plutôt de sociologie. Vous avez parlé tout à fait au début de votre exposé, vous avez cité le mot musulman. Donc je voudrais rebondir sur ce mot musulman. Les premiers jours donc de cet incendie, toutes les dépêches de l'agence France Presse que je reçois sur Internet dès que j'ouvre l'ordinateur et où les internautes peuvent donner leur, leurs commentaires, il y avait des commentaires, et pas peu, de musulmans, des gens qui écrivaient sous les dépêches, je suis musulman, mais je suis effondré à voir cette horreur, je suis vraiment bouleversée. Ou je suis musulmane, des femmes aussi qui ont écrit. Je suis musulmane et j'en pleure de voir cette église en flammes. Notre-Dame en flammes. Donc, moi-même, je suis bouleversée que des gens de croyances très différentes soient bouleversés à ce point-là par le spectacle de cet incendie-là. Donc, ça dépasse Notre-Dame de Paris dépasse notre patrimoine à nous. Il y a autre chose là. On est dans l'humanité quelque part, selon moi. Donc ça, c'est la première chose. Dans un patrimoine humain. Je discute pas de religion. Hein. Moi, je suis catholique, je suis pas musulmane, mais je pense qu'il faut rendre à César ce qu'il est à César. Deuxième chose, toujours sur le plan sociologique, vous nous avez dit plusieurs fois qu'on a laissé tuer des handicapés. Bon, je pense que tout le monde pensait à Vincent Lambert tout de suite, par la suite vous l'avez nommé, en insistant de nous, qu'est-ce qu'on a fait, on n'a rien fait, etc. Je ne suis pas d'accord avec vous, madame, là-dessus. Parce qu'il y a eu une mobilisation pendant des années en France pour Vincent Lambert, avec des pétitions, mais vraiment qui ont fait tache d'huile, tellement ça s'est répandu dans toute la France, nos pétitions, sur des années. Les avocats de la famille, les avocats de la famille se sont donnés sans compter, mais sans compter. Il y a des professeurs, des spécialistes en médecine pour des grands traumatisés, qui sont intervenus, qui ont mis leur nom dans la balance, etc. Non, madame, il y a eu une grande mobilisation.
il se trouve que le mal était plus fort que nous, et c'est le mal que vous citez, on le sait très bien, on le connaît très bien, c'est le Fromac, c'est clair. Mais, mais il ne faut pas dire non, parce que ça, vous nous culpabilisez, on va dire collectivement, et ça, je pense que c'était mal formulé à ce moment-là. Vous voyez, c'était mal formulé. Hein. C'est pas du tout l'objet, non, c'est pas du tout l'objet de culpabiliser. Il se trouve... Comment ? Ben, vous savez, moi aussi j'ai milité beaucoup pour Vincent Lambert, donc je vois très bien ce que vous voulez dire. Néanmoins, le résultat est là. Ce que je veux dire, c'est qu'on va tous aussi, à mon avis, tous là à l'église le dimanche, et pourtant Notre-Dame a brûlé, vous voyez, c'est pareil. Ce que je voulais dire en parlant de Vincent Lambert, c'est que ce drame de Notre-Dame porte en lui tous ces malheurs, en fait. Il incarne tous ces malheurs. C'est ça seulement que j'ai voulu dire. J'ai pas voulu accuser qui que ce soit et dire que tous ici, on était responsables de la mort de Vincent Lambert. Pas du tout. Mais néanmoins, on est dans un système qui rend possible ça. Donc, pourquoi comment se fait-il qu'on en soit arrivé là, alors que vous et moi, on ne le veut pas? Parce qu'on l'a mis sous le feu des projecteurs. Exactement. Voilà. Donc c'est ce processus que je veux... Vous voyez, c'est ça que je voudrais analyser. C'est ça qu'on ne nous permet pas d'analyser, parce que c'est ça qu'ils ne veulent pas que nous analysions. Mais vous êtes malheureux. Quand, dans l'affaire d'Anzy-le-Duc, les gens n'avaient pas envie, en fait. Le maire m'a dit... Vous allez voir, c'est juste pour décrisper le truc, mais le maire, qui pourtant s'est battu bec et ongle pour ce projet, à un moment m'a dit... À la fin, quand ça commence à se détendre, il me dit « Ouais, Stéphanie, c'est quand même vrai que quand je suis allé voir ce projet la première fois à la Bastille, avec les flûtes de champagne et tout, quand j'ai vu ça, la première fois, je me suis dit que c'était pas fini. » Et puis, tout de suite, il a mis son mouchoir dessus, et il est devenu le plus fervent promoteur de ce projet. Vous voyez ? Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, éventuellement, c'est ça qu'on nous demande de faire, finalement, en tant que témoin, dans toute sa simplicité, c'est simplement de dire, vous avez dit Vincent Lambert, Vincent Lambert, et Notre-Dame, on n'a pas non plus envie de voir d'autres églises brûlées. C'est possible aujourd'hui, pourquoi? Et si on doit lutter, il faut qu'on se réalise bien qui on a face à nous, et que c'est une guerre sans merci. Vous voyez, qu'après on vient de nous faire des discours bisounours. Alors vous parliez aussi de l'islam. Qu'est-ce qui dépasse le Christ? C'est en fait, qu'est-ce qu'il nous demande? Moi, je suis allé en Iran il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit à nous? On était une délégation de catholiques. Il faudrait que la France redevienne la France. Ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que d'être libérés. Ils ne savent pas exactement. Ils sont en chemin aussi, comme tout être humain. Mais nous, il faut qu'on donne envie. Il faut qu'on redonne envie, il faut qu'on redevienne fiers de ce que nous sommes. Et c'est bien ça, c'est bien pour ça qu'il faut qu'on défende ce qui est à nous. C'est ça en fait. Au niveau de ce que vous disiez, par exemple, juste pour relever l'inefficacité finalement de la défense de Bertrand Lambert, vous avez souligné qu'il y avait eu un engagement et un travail réel sur la durée d'un nombre important de personnes. Est-ce que c'est pas le nombre qui est là qui peut faire la différence? C'est-à-dire qu'une boule de neige, ça fait pas grand-chose, mais il faut qu'on arrive à être plus nombreux, à s'engager dans ce combat spirituel, dans ce combat de redressement de la France, être plus nombreux. S'il y avait eu beaucoup de monde, je pense, rassemblé devant les hôpitaux où était Vincent Lambert, peut-être que ça aurait eu plus d'effet. Ah oui? Autour de l'hôpital. Et notamment des personnes conduites par une autre musulmane, tiens, curieux, Farida Belgoul. Voilà, bravo pour elle. Eh bien, elle a mobilisé des personnes, elle a un blog, donc on peut la suivre sur son blog. Et elle a mobilisé les derniers jours de Vincent Lambert, où vraiment la condamnation à mort a été prononcée définitivement. Elle s'est rendue sur place avec d'autres personnes et elle avait une foi quasiment, enfin presque biblique. On va faire le tour de l'hôpital, nous, tout le groupe qui sommes là,
quasiment, elle attendait quasiment les sept trompettes de Jéricho qui fassent tomber les murs de l'hôpital et les décisions inhumaines derrière. C'était presque un acte de foi. Donc il y avait du monde, y compris autour de l'hôpital. Il y avait énormément de monde en France qui s'est démobilisé pour cette cause-là. Ça n'est pas le nombre. Non, là on a affaire au mal absolu. C'est ça le problème, au mal absolu. Comment combattre le mal absolu? Bon, Jésus-Christ est là pour ça, hein. Il faut peut-être qu'on devienne plus conscient de cela. Mais on a affaire à un adversaire, c'est une lutte à mort. Vous l'avez dit plusieurs fois, une lutte à mort. C'est ça. C'est ce que j'ai voulu dire. Voilà. Je n'ai pas voulu culpabiliser quoi que ce soit, et j'ai bien parlé d'espérance avant tout, et de retrouver notre force à l'intérieur, notre force de foi. J'ai jamais voulu accuser qui que ce soit. Mais c'est exactement la conclusion que je voulais, et je vous remercie, madame. En fait, vous avez fait la conclusion à ma place. Nous avons affaire au mal absolu. C'est tout la démonstration que je voulais faire. C'est vraiment... Alors, ce sera la dernière question. Et après, s'il y en a certains qui veulent encore parler à Stéphanie Bignon, comme ça, de personne à personne, il n'y a pas de problème. Merci, je peux Oui, vas-y. peut-être la proposer à quelqu'un d'autre avant moi-même. Non, vas-y. Alors, je m'excuse de ne pas m'être levé en fait pour la précédente intervention. Je voudrais revenir en fait, en l'occurrence, vers vous, Madame Brassier, et puis peut-être à tout le monde, sur une œuvre cinématographique, en fait, avant tout un roman, une nouvelle. Je dirais judéo-protestante, hein, pour faire court, même anti-catholique, parce que quand on sait lire entre les lignes, on le voit très bien. C'est l'œuvre que peut-être tout le monde a vu dans les années 70 et après, L'Exorciste. À un moment, en fait, à la fin de l'œuvre, L'Exorciste, William Peter Blatty et L'Exorciste, William Peter Blatty et l'adaptation cinématographique, je sais plus, bon, bref. Et à la fin du film, ce qui se passe pendant la première séance d'exorcisme, le jeune prêtre, ils font une pause, parce que c'est très fatigant manifestement, et le jeune prêtre, donc le moins expérimenté, demande en fait au vieux sage, et il lui dit pourquoi cette jeune fille? À quoi ça rime? Et qu'est-ce qu'il lui répond, le père Mérine? Je crois qu'ils veulent nous mener au désespoir pour que tout amour soit impossible. Je pense que les gens qui ont mis en œuvre la destruction de Notre-Dame sont sur exactement la même rhétorique. J'en ai la certitude. Sinon, ça ne serait pas comme ça. Ils veulent nous conduire au désespoir. Ils savent très bien, je pense qu'ils le savaient, d'ores et déjà, que la reconstruction en bonne et due forme et en parfait état de reconstruction était totalement impossible. Ils veulent nous gagner au débit. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça, madame, je vous invite à ne jamais réfléchir autant que faire se peut. Je ne dis pas jamais, excusez-moi, je suis peut-être un petit peu trop brutal. Analysez les choses de manière froide et objective, et vous avancerez. J'en ai la certitude aussi. Merci. Bravo. On a besoin de cette fougue. Merci, monsieur.